Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus pour cet épisode mené comme une enquête policière. Alors, bonne chasse aux indices. Une fois la photographie de Monsieur Cheng découverte, nos chances de retrouver sa trace étaient tout de même assez faibles, car le cliché datait de 1876, d'après ce qui était inscrit à son dos, et nous étions en 1927. Heureusement, Jean, l'ami de Sergueï qui travaillait au consulat, était un homme adorable et plein de bonne volonté, qui fit de son mieux pour trouver tous les renseignements concernant Liang Cheng, puisque c'était le nom complet de l'homme au dragon, comme nous l'appelions désormais. D'après Épiphanie, la liaison entre Cheng et la marquise de Beauvoir avait dû avoir lieu entre 1873 et 1875. La photographie de Cheng datant de 1876, on pouvait imaginer qu'après sa rupture avec la belle marquise, il était donc resté encore un peu en France, dans la maison qu'il avait achetée dans les environs de Paris, et qu'il continuait à travailler avec le consulat français. Nous avancions à petits pas. Il nous fallait à présent trouver si Liang Cheng était encore vivant, ce qui était assez peu probable, car d'après Jean, il aurait plus de 90 ans. Sinon, il faudrait espérer trouver des descendants que nous pourrions contacter. Jean nous dit que sur la photographie, il y avait également un homme bien connu au consulat pour ses grands succès diplomatiques avec les Chinois dans les années 1870. Cet homme, nommé Robert Dulac, était décédé depuis longtemps, mais son fils était un de ses amis et Jean nous dit qu'il se ferait sûrement un plaisir de nous recevoir et de chercher dans les mémoires de son père une trace du mystérieux Cheng. Ce Jean était décidément notre ange gardien. Je pense accessoirement qu'il aurait adoré que Sergueï lui caresse son auréole, mais sur ce point glissons. 2 jours plus tard, Sergueï et moi nous retrouvions dans un élégant appartement situé dans le 6e arrondissement de Paris, en face d'un homme charmant qui nous accueillit à l'heure de l'apéritif, en ayant déjà visiblement bien entamé la bouteille de whisky. Notre hôte se nommait Maurice Dulac, et il nous dit avoir fait comme son père toute sa carrière dans la diplomatie. Il avait été basé en Indochine et avait participé aux pourparlers en vue de la construction du chemin de fer du Yunnan. Il nous précisa que c'était d'ailleurs dans les colonies qu'il avait pris l'habitude de boire son petit whisky tous les soirs. En voyant les rasades qu'il se servait, je n'étais pas certaine d'avoir la même notion du mot « petit » que lui. Toutefois, il avait quand même les idées parfaitement claires et il se souvenait fort bien que son père lui parlait souvent de Liang Cheng dont il avait été très proche. L'histoire d'amour entre Cheng et la marquise de Beauvoir avait fait un scandale au consulat à l'époque, et même après leur rupture, plusieurs diplomates exigèrent le renvoi de Cheng dans son pays. Au bout de 2 ans, il finit par partir de lui-même, et Robert, le père de Maurice, ne reçut qu'une seule lettre de son ami chinois. Ce dernier lui disait qu'il s'était installé à Pékin, mais que son cœur resterait à jamais en France auprès de sa bien-aimée. Il disait aussi à Robert qu'il avait été son seul véritable ami en France et qu'il lui léguait par acte notarié la maison de campagne qu'il avait achetée et dans laquelle il avait espéré en vain pendant 2 ans que sa belle viendrait le rejoindre. Sergueï et moi étions profondément touchés de cette histoire. Maurice conclut en disant qu'à la mort de son père, il avait hérité de cette maison située à côté de Chantilly et qu'il y passait donc tous ses moments de libre. À côté de Chantilly, comme le château de Beauvoir. Illico terminé les trémolos. Il fallait immédiatement que nous nous rendions dans cette maison. Maurice ne comprit pas notre agitation soudaine. Mais enfin, il n'avait rien de particulier à faire ce soir-là, à part finir la bouteille de whisky, et il accepta volontiers de nous emmener dans sa maison de campagne. J'insistais tout de même pour que nous prenions notre voiture, car je ne tenais pas à monter dans la sienne au risque de priver trop tôt mes enfants de leur mère. Après 2 heures de route, nous dépassâmes le château de Chantilly, comme pour aller au château de Beauvoir. Puis nous traversâmes un petit village, comme pour aller au château de Beauvoir. Ensuite, nous longeâmes un étang, comme pour aller au château de Beauvoir. Et enfin, prenant une allée menant à une grosse bâtisse, nous aperçûmes à une centaine de mètres le château de Beauvoir. La maison que Cheng avait achetée était donc la voisine immédiate du château de son ancienne maîtresse. Il nous semblait incroyable que personne à l'époque ne l'ait réalisé. Mais Maurice nous dit que son père n'avait jamais rencontré la maîtresse de son ami Cheng. Et lorsqu'il avait appris que le château voisin était le sien, la dame n'y venait plus. Maurice, lui, connaissait vaguement son fils Charles, mais rien de plus. 3 minutes plus tard, nous entrions donc dans ce qui avait été le refuge du malheureux Cheng. C'était au demeurant, et malgré la nuit qui tombait, une très jolie maison datant du XVIIIe siècle, pleine de charme. Sergueï et moi demandâmes immédiatement à Maurice si Cheng avait laissé des effets personnels ou des papiers que son père aurait par hasard récupérés. Il nous dit qu'en effet, d'après son père, Cheng était parti du jour au lendemain, en laissant pas mal de choses, et que tout avait été rassemblé dans une malle au grenier, au cas où il serait revenu un jour en France. Nos yeux brillaient, et nous n'attendions que son autorisation pour foncer au grenier. Hélas, il nous proposa un petit whisky de bienvenue que nous ne pûmes décemment pas refuser.
Je filai tout de même à la cuisine, ça devenait une habitude chez moi, car si nous voulions pouvoir grimper l'escalier menant au grenier autrement qu'à quatre pattes, il faudrait bien manger quelque chose en dehors du malt contenu dans le breuvage irlandais. Après avoir déniché 2 saucissons que j'offris royalement aux garçons et un paquet de biscuits que je gardais pour moi, nous bûmes nos whisky cul sec et l'ascension du grenier put enfin commencer. Visiblement, étant donné la masse de toile d'araignée, personne n'y avait mis les pieds depuis une éternité. Sergueï redescendit chercher des lampes à huile pour nous éclairer, car Charles n'avait pas fait mettre l'électricité dans cette partie de la maison. J'avoue que j'avais un peu peur que nous mettions le feu à la baraque, mais la curiosité l'emportait surtout. Il nous fallut un moment pour nous habituer à cette pénombre. Heureusement, la pièce très mansardée n'était pas le débarras plein de fouillis auquel on aurait pu s'attendre. Il y avait essentiellement de vieux meubles, quelques tableaux et des tapis roulés, et au fond de la pièce, une malle ancienne. Nous étions proches de l'hystérie, Sergueï et moi. Nous l'ouvrîmes comme s'il s'agissait d'un trésor de pirate et entreprîmes de sortir avec précaution tout ce qu'elle contenait. Il y avait là plusieurs smokings que Cheng mettait sûrement pour les réceptions lorsqu'il était à Paris, mais qu'il n'avait pas emporté en Chine car il n'en aurait sans doute pas eu l'usage. S'y trouvait également un nécessaire à toilette en ivoire, des objets en jade, un éventail en écaille et un mouchoir brodé en dentelle d'une finesse extrême. Apparemment, c'était là tout le contenu de la malle. Nous étions extrêmement déçus car ces objets ne nous donnaient pas la moindre piste. Sergueï décida de les redescendre au salon pour les examiner à la lumière et voir s'il ne trouverait pas une inscription ou un indice. De mon côté, je me sentais impuissante et très énervée de ne rien avoir trouvé de plus. Je proposai à mon cousin d'appeler Claudine, en lui disant qu'elle aurait peut-être une idée pour chercher ailleurs une autre piste. J'expliquai à Maurice que Claudine était mon amie d'enfance, qui écrivait des enquêtes policières et jouait à l'espionne en temps de guerre, ce qui l'amusa beaucoup. J'avais déjà raconté à mon amie l'histoire du vase disparu quelques jours auparavant, et elle écouta attentivement ma description du contenu de la malle. Puis Claudine me dit simplement « Tu as vérifié le double fond, bien sûr ». « Le double fond ?»« Mais non, quelle idiote, je n'avais pas cherché de double fond. » Nous remontâmes d'Arbar au grenier tous les trois, Maurice commençant à être aussi excité que nous par cette histoire, même si après 14 whisky, son élocution et sa démarche étaient un peu incertaines. Après quelques minutes de tâtonnement, Sergueï sentit une minuscule languette dans un angle de la malle. Il la souleva et cela dégagea le double fond. Oh, j'en aurais pleuré. Puis avec beaucoup de précaution, il en sortit une petite peinture représentant une jeune femme étendue sur une méridienne et un paquet de lettres jaunies entourées d'un ruban de satin bleu. Redescendus dans le salon avec nos trésors, nous regardâmes très attentivement le petit tableau. Il représentait, à n'en pas douter, la marquise de Beauvoir, car la jeune femme peinte ressemblait énormément à son ancêtre, qui avait posé à côté des 2 vases Ming et dont le portrait en pied se trouvait au château de Beauvoir. Sur ce portrait, la maîtresse de Cheng se trouvait dans une petite pièce ressemblant à un boudoir, tendu de tissu rose pâle. Elle souriait, détendue et semblait parfaitement heureuse et comblée à tout point de vue. Au fond du petit boudoir, une porte était ouverte et on pouvait y lire une inscription en chinois. Hélas, même si Sergueï avait souvent voyagé là-bas, il ne lisait pas les idéogrammes. Il faudrait donc trouver un traducteur de toute urgence, car je sentais que cette inscription pourrait sûrement nous éclairer dans notre enquête. Enfin, mon cousin prit le paquet de lettres et défit le ruban. Nous vîmes tout de suite que c'était la correspondance entre les 2 amants. Certaines enveloppes étaient bleues et adressées à « ma colombe céleste », et d'autres étaient rose pâle, comme le tissu du petit boudoir, et adressées à « mon dragon de feu ». J'avoue que je me sentais très gênée de pénétrer ainsi dans l'intimité de 2 êtres qui visiblement s'aimaient d'un amour profond. Toutefois, nous étions convaincus que pour résoudre l'énigme de la disparition du vase Ming, il nous fallait en apprendre plus sur la relation entre les 2 amoureux. Nous passâmes donc le reste de la soirée à lire à voix haute ces lettres d'amour, passant pudiquement sur les détails intimes qui ne nous regardaient pas, mais en alerte sur toute autre chose qui aurait pu éclairer notre histoire. C'est ainsi que, dès les premiers échanges, nous apprîmes une information capitale. Cheng disait à sa colombe, dont le prénom était Marie, que le destin avait été bien joueur pour les réunir comme il l'avait déjà fait pour leurs ancêtres respectifs. Et il racontait ensuite comment son grand-père à lui était tombé follement amoureux de la grand-mère de la marquise, à qui il avait offert ces 2 grands vases Ming en gage de son amour. Victoire! Nous connaissions enfin la provenance de ces 2 vases. L'histoire se répétait de manière troublante, puisque la grand-mère de Marie avait fait connaissance du grand-père de Cheng lors du passage à Paris d'une délégation chinoise à la fin du XVIIIe siècle. Là aussi, la grand-mère de Marie était une femme mariée et leur amour était impossible. Chacun avait donc repris le cours de sa vie. Mais le grand-père de Cheng, à la fin de sa vie justement, avait raconté à son petit-fils cette histoire d'amour avec une Française et les 2 vases au dragon qu'il lui avait offerts en gage d'amour. Or, lorsque Cheng avait rencontré Marie bien des années plus tard, lors d'une réception au consulat,
Il avait frémi lorsqu'il l'avait entendu cette dernière parler du château de Beauvoir à l'une de ses amies. Il avait voulu tout d'abord savoir si les de Vasming étaient toujours dans la famille, et il s'était arrangé pour se faire inviter par cette délicieuse marquise en prétextant vouloir visiter des châteaux français pour parfaire sa culture. Mais à la fin de la visite, Marie et lui étaient tombés follement amoureux, et l'affreux mari n'étant pas souvent dans les parages, ils étaient devenus amants. À moins de croire, comme moi, à la réincarnation, cette histoire qui se répétait à 2 générations d'écart était tout de même extraordinaire. Nous avions compris beaucoup de choses grâce à ces lettres, mais nous n'avions pas d'informations sur le boudoir représenté sur le petit tableau, ni sur l'inscription en chinois. Je demandai à Maurice, notre hôte, s'il connaissait l'existence d'un tel boudoir dans la maison. Mais il nous répondit qu'aucune pièce ne ressemblait à ce boudoir, même s'il avait sûrement été refait depuis l'époque du tableau. Alors peut-être se trouvait-il au château de Beauvoir. Il nous sembla que nous ne pouvions plus faire autrement que raconter à Charles toute l'histoire, même si pour l'instant, cela ne nous donnait absolument pas l'identité du voleur du vase. C'est pourquoi, après une nuit passée chez Maurice, nous décidâmes de parcourir à pied la centaine de mètres qui nous séparaient du château de Beauvoir, afin de rejoindre Charles, que nous avions prévenu de notre arrivée. Cependant, juste avant que nous ne partions, le téléphone sonna, et c'était Jean, l'ami commun de Sergueï et Maurice, qui travaillait au consulat. Il nous dit qu'il avait œuvré pour nous, et que cela lui avait pris beaucoup de temps, mais qu'il avait réussi à mettre la main sur le petit-fils de Cheng. Ce dernier travaillait dans le commerce de la soie, et par un hasard extraordinaire, son bureau de Pékin avait dit à Jean que Tuan Cheng, c'était son nom, était justement à Paris pour affaires et qu'il était descendu à l'hôtel Meurice. Tiens, le petit-fils de Cheng à Paris alors que le Vasming disparaît. Tout ça faisait beaucoup de coïncidences. Une fois que Charles, totalement abasourdi, fut mis au courant de toute l'histoire et qu'il nous eut dit qu'il n'y avait aucune pièce ressemblant à un boudoir au château, je pris la décision de mettre Claudine, ma reine de l'enquête, sur le coup. Et le lendemain, Claudine, Sergueï et moi tenions un conseil de guerre dans le salon du Petit Plaisir afin de résoudre l'énigme du dragon. Oui, Archie, vous avez fait du karaté. Oui, je sais, mais enfin, je vois pas le rapport. Oui, c'est juste pour faire votre intéressant, quoi. Bon, je vais aller m'occuper de lui et je vous dis donc à très vite pour la suite de cette aventure.